Bonjour, j'espère que vous allez bien. Enfin, dans cette période tellement particulière, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on a réfléchi beaucoup avec toute l'équipe du Théâtre Le Public et on aimerait essayer de garder le lien. Et vous savez, par le passé, on a organisé avec Éric Russon une série d'interviews de toute une d'artistes de notre communauté, d'actrices et d'acteurs. Et parmi ces actrices et ces acteurs, il y a Jacqueline Beer qui a participé à ces émissions en direct, Les Invités du Public. Alors, comme vous avez l'occasion de la voir très prochainement dans une pièce conversation avec ma mère, avec Alain Limpoul, je pense que ça passe demain soir sur la RTBF. Eh bien voilà, si vous en avez envie, une interview d'une heure. Alors, ça n'avait pas pour objectif d'être diffusé, c'était en direct au public, mais c'est peut-être une manière originale de garder le lien entre vous et nous. J'espère que vous passerez un bon moment en compagnie d'Éric Russon et de Jacqueline Beer. À très vite. Par où commencer? Oh. Ben, je me dis, je vais commencer par aujourd'hui, Jacqueline Beer. On vient de vous voir dans l'Allée du Roi. Au moment où vous êtes lancée dans cette aventure de l'Allée du Roi, vous avez déclaré, on a vu ça dans les journaux, je vais m'arrêter là. Et alors tout le monde s'est dit, mais s'arrêter après une si belle carrière, pourquoi en si beau chemin? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous allez vous arrêter avec ce texte-là? Ou est-ce que vous avez encore des projets aujourd'hui? Non, j'ai encore des projets. Ouais. J'ai encore des projets puisqu'il y a des directeurs qui semblent avoir encore besoin de moi ou qui désirent m'avoir sur leur plateau. Donc, je vais essayer de continuer un peu. Mais en fait, quand j'ai fait l'Allée du Roi, c'est parce que c'était un retour quelque part et ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas joué, 18 ans. Et le fait de reprendre cette chose-là si magnifique, je me disais qu'il n'y avait plus rien d'autre à trouver qui soit aussi fort que ça après Oscar et la Dame Rose. Et pourtant Et pourtant, il y a toujours, on trouve toujours des choses. Mais c'est vrai que je me sentais un petit peu au bout. Voilà. Et puis, il y avait eu des circonstances qui ont fait que je réfléchissais beaucoup et que je me demandais si je devais encore me produire et essayer de faire semblant que tout va bien. Est-ce que c'est facile d'arrêter ce métier? Oh, je pense que non. Je pense qu'on n'arrête pas ce métier. On ne quitte pas le métier. C'est le métier qui vous quitte. C'est parce que tout à coup, peut-être plus personne n'a envie de vous voir, de vous avoir. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on se retrouve peut-être démuni. Mais je pense que je représente quelque chose. Il y a une force. Il y a le fait que j'ai fait une carrière assez forte, assez longue, et que j'ai joué des choses fondamentales et que peut-être ma personnalité fait que je suis non pas indispensable parce que nul ne l'est, mais nécessaire momentanément tant que je peux y apporter mon énergie. C'est une question de désir. Alors il y a le désir des metteurs en scène ou parfois des auteurs, voilà, qui veulent que leurs mots soient portés par votre talent. Mais il y a votre désir aussi. Oui, il m'est souvent arrivé de faire des propositions, de demander à des directeurs de monter des choses parce que j'aspirais à dire ces textes-là. Voilà, chaque fois que j'ai pu le faire, je l'ai fait, mais on ne trouve pas toujours l'écho chez les producteurs pour des tas de raisons. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce métier? On vous dit attaché au grand texte. Est-ce que c'est ça que vous attendez aujourd'hui? Absolument. Ouais. Oui, je n'ai absolument pas envie de jouer des choses qui ne me semblent pas fondamentales. J'ai envie de dire des beaux textes. J'ai été éduquée là-dedans. J'ai eu des professeurs qui m'ont donné le goût de ces textes-là. Et j'ai besoin de me trouver là
dans ces mots-là. Ouais. Parce que je pense que la vie actuelle fait qu'il y a une déperdition totale de la culture et que le vocabulaire se perd et que c'est dommage. Et que par conséquent, voilà, moi, c'est là-dedans que je nage et c'est là-dedans que je me sens bien. Ouais. Il y a encore des grands textes qui vous font envie et que vous n'avez pas encore joué? Je ne vois plus que des rôles d'hommes, hein, maintenant. Parce que je crois que j'ai écumé tout ce qu'une femme peut jouer. J'ai eu une chance inouïe, enfin, il faut quand même le dire. J'ai eu l'opportunité de jouer tous les plus grands personnages qui puissent exister. Donc maintenant, il y a une question d'âge qui joue. Et il y a des choses que je ne peux plus aborder, et c'est évident. Ouais. Donc voilà, la coupe est pleine, monseigneur. Ouais. Mais vous parlez d'âge. L'Allée du Roi, vous l'avez joué à 2 âges différents, à 20 ans d'intervalle. C'est assez intéressant, finalement, de se dire, est-ce que le même texte vibre de la même manière à 20 ans d'intervalle? Il y a eu 20 ans de vie entre les deux interprétations. Qu'est-ce qui change? Je vais vous dire, j'ai été extrêmement surprise de voir qu'après l'avoir joué beaucoup et l'avoir joué il y a 2 ans aux Galeries, le fait de cette reprise-ci, le nombre de gens avec qui j'ai pu causer, puisqu'ici on a un contact tout à fait direct avec le public, le nombre de gens qui étaient revenus le voir pour la 2e, la 3e, même la 4e fois. Donc ça veut dire que les gens ont envie d'écouter des textes comme ça. Et par ailleurs, je crois que j'ai bonifié. C'est difficile à dire soi-même, mais je pense que d'abord, à l'époque où je l'ai joué, je n'avais pas l'âge, donc je composais doublement, tandis qu'ici, j'ai quasiment l'âge du personnage, je m'en approche totalement, et ça permet alors la distance. Et donc, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir appris quelque chose entre ce moment-là. D'abord, la vie m'a appris beaucoup de choses, et puis même sur le plan du métier, j'ai vraiment j'ai grandi. C'est un texte sur une femme qui est engagée, hein. Oui. C'est une femme qui porte de lourdes responsabilités. L'engagement, ben, ça signifie aussi quelque chose pour vous, et l'engagement pour les femmes. C'est une thématique, c'est une chose qui vous tient réellement à cœur, ça. Mais je ne sais... Que ce soit au théâtre ou en dehors. Oui, je ne sais pas. Je pense que pour moi, une femme, c'est l'égal d'un homme, c'est un être humain. Je ne vois pas pourquoi on fait tout le temps cette différenciation. Et je pense que les femmes ont autant de capacités que les hommes, des capacités différentes, mais nous devons essayer de nous faire accepter tels que nous sommes, et les hommes doivent nous respecter aussi, et nous sommes leurs égales. Est-ce que c'est un métier qui est plus difficile à faire quand on est femme et mère, parce que vous êtes mère aussi, et grand-mère? Arrière-grand-mère. Voilà. Est-ce que c'est plus difficile? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un métier difficile. Point à la ligne. C'est un métier qui demande beaucoup de travail, qui demande parfois des sacrifices. Et il faut faire des choix dans la vie. Donc, le métier est absorbant. Et je pense que, voilà, c'est quelque chose où on doit se lancer à corps perdu dans ce métier. Et je pense que moi, ça ne m'a pas été difficile parce que j'étais une bosseuse, comme on dit, et que je pense que j'ai pris le métier à bras-le-corps et que je m'y suis donnée profondément et que j'ai eu, comme je le répète, la chance, l'opportunité d'avoir des rôles magnifiques. Donc, oui, c'est un métier difficile. Je pense que c'est un métier, nous sommes pratiquement toujours en contrat, hein, comme ça. Chaque année, les choses se refont. Nous n'avons pas de certitude. Chaque année, tout est remis en question. Ça veut dire que ce qu'on doit le faire, on doit essayer de le faire très bien,
afin que les gens aient besoin encore de nous. Ouais, ouais. Quand vous disiez que ce métier était difficile, c'est difficile aussi de mener, comme toutes les femmes d'ailleurs, un métier, une vie de femme, une vie de mère. Est-ce que c'est ça qui est compliqué aussi? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a une des casquettes, j'ai envie de dire, qui est plus compliquée à... Je pense que la vie est compliquée. Ouais. La vie est quelque chose d'inattendu, de surprenant. Et que la vie doit être prise au jour le jour, et en même temps avec cette espèce de ligne de conduite que l'on doit se forger. C'est quelque chose que l'on doit apprendre quand on est jeune, quand on est presque petit. Et je pense qu'on doit avoir une ligne de force et une envie d'aller d'un point à un autre. En tout cas, de mener sa vie jusqu'au bout avec la rigueur que moi, j'estime qu'il faut avoir dans des métiers comme ça. Cette force, vous la puisez où? Je pense que je la puise dans mes racines, parce que je suis une petite fille de la campagne, une fille de la terre. Je pense que ma mère était une femme extrêmement forte, qui avait une philosophie de vie absolument fascinante, elle était d'une sobriété toute sa vie, d'une rigueur et d'une volonté, et elle m'a donné cet exemple-là. Et c'est peut-être ça. Je me dis que la force de vie que nous avons en nous, c'est ça qui doit nous tirer. Vous êtes né à Oran. Oui. Vous avez été élevé à la campagne. Et vous êtes une femme de la terre. Oui. Ouais. C'est quoi être une femme de la terre? Je ne sais pas, parce que en fait, j'ai quitté finalement la terre à 9 ans et je suis allée étudier à l'école en ville. Mais je pense que ce sont les racines, c'est les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Tous ces gens-là étaient des gens de la terre. Et je pense que j'ai ces gènes-là en moi, c'est tout. Vous êtes toujours attaché à ce pays, à l'Algérie? Ah oui. Mais c'est mon pays, ce sont mes racines. Ouais. C'est là que ma famille a été expédiée à un certain moment du 19e siècle. Et c'est là que tout le monde a travaillé. J'avais un arrière-grand-père qui était chaudronnier. Et c'est là que nous avons gagné notre vie. Voilà. Et que nous avons essayé d'exister. Maintenant, la France nous a laissé tomber et je le déplore amèrement parce que quand nous sommes partis de là, qu'on nous a prié de prendre la valise, les personnes qui travaillaient avec nous n'ont pas voulu rester. Elles sont parties avec nous. Ce qui veut dire que finalement, nous n'étions pas si mauvais que ça. Ouais. Vous y êtes retourné de temps en temps? Non, jamais. Pays? Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on me met à la porte d'une maison, je ne reviens pas. Hein. Mais vous êtes toujours attaché, c'est-à-dire quand il se passe des choses dans ce pays, quand vous voyez des images de ce pays, est-ce que ça vous parle encore? Non seulement ça me parle, mais ça me bouleverse parce que je me rends compte que finalement, tout le monde était heureux à cette époque-là. Que les drames qui se sont produits ne venaient pas des êtres avec lesquels nous vivions. Ça venait de l'extérieur. C'était fomenté par des gens de l'extérieur. Et donc, c'était une époque où nous étions heureux tous ensemble. Ouais. Tous ensemble, c'est-à-dire... Oui, les Algériens, nous étions tous des Algériens. Nous étions heureux avec les Arabes, les gens d'une autre religion. Mais tout ça se côtoyait et je vois malheureusement depuis que les pieds noirs, comme on dit, sont partis, que c'est toujours le drame là-bas et que c'est cauchemardesque, c'est l'horreur. Je voudrais qu'on parle encore de votre maman. Quand vous avez joué Oscar et la Dame Rose, vous avez dit c'est une pièce, alors Éric Emmanuel Schmitt ne l'a pas écrite pour vous, non. Mais c'est une pièce que vous avez ressenti comme une pièce autobiographique, qui avait énormément de choses qui parlaient de votre histoire, quelque part.
Mais parce que je pense que c'est une pièce franchement très humaine, où on suit le parcours d'une vie. Et j'étais en adéquation permanente avec à la fois cette vieille femme, ce vieux personnage, et en même temps avec ce petit enfant, parce que je me retrouvais complètement dans ce petit enfant. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que grâce au ciel, j'ai gardé mon âme d'enfant, et que pour ce métier, je pense que c'est indispensable. Et voilà, quoi, c'est cette force qu'ont les enfants, cette lucidité et ce courage exemplaire. Ouais. Votre maman, racontez-vous dans un article, voulait un garçon, et puis elle vous a eu, vous, après avoir eu un autre enfant auparavant, on ne va pas en parler, mais elle vous appelait Jacques d'ailleurs. Absolument. Voilà, oui, parce qu'elle a eu un petit garçon mort-né. Ouais. Et que les médecins lui avaient dit qu'il fallait absolument plus qu'elle ait d'enfant. Ouais. Et vous êtes arrivée. Elle avait ça chevillé au corps et elle voulait absolument un enfant et je suis arrivée. Et elle ne m'a jamais appelée Jacqueline, elle m'appelait toujours Jacques. Ouais. Ça veut dire, est-ce qu'il a fallu exister? Je suis chez le psy. Mais assise. D'habitude, c'est un divan. Est-ce qu'il a fallu exister face à cette maman? Ah oui, oui, mais c'était merveilleux. On avait des contacts. Je parle moins de mon papa parce que les rapports étaient différents. Mais avec ma mère, on s'empoignait, comme on dit. Enfin, on avait des caractères bien trempés toutes les deux. Et c'était ça qui était formidable. C'est ce contact où on se disait des choses fortes, mais en même temps avec un tel amour que... voilà, vous savez, quand vous êtes fille unique, vous êtes le phare, le soleil d'une maison. Hein. Ouais. Et vous, quand vous étiez petite, dites-vous, vous récitiez des fables, vous montiez des ballets, des spectacles que vous présentiez à vos parents. Mais tous les enfants font ça. C'est vers quel âge ça? C'est à partir de quel âge? À partir de 5 ans, quoi. Ouais. C'est déjà la vocation qui est là ou vous faites ça comme tous les enfants peuvent le faire? Moi, je pense que tous les enfants font ça. Je vois mes petits-enfants, ils font la même chose. Ils font les guignols et puis ils ont une imagination débordante. Ils sont toujours en train de jouer des personnages. Ils font l'épicier et puis l'autre. Et enfin, bon... donc, je trouve qu'il n'y a rien de prémonitoire. Simplement, c'est après... que tout à coup, je me suis projetée dans ce que j'ai vu et les spectacles où je suis allée, et que tout à coup, ça m'a paru être l'endroit où je pourrais peut-être m'exprimer. Oui, et exister. Vous avez d'abord été au Conservatoire d'Oran? Oui, bien sûr. Avant de venir à Paris? J'ai été au Conservatoire d'Oran. J'avais un professeur qui était un ancien pensionnaire de la Comédie Française. Et puis, il m'a découverte à l'école. Il m'a dit de faire le conservatoire. J'ai fait mon conservatoire et j'ai joué, là, déjà, 2-3 pièces. Et puis, il m'a dit qu'il fallait... Déjà des grands textes? Il y avait Ruy Blas, déjà? Oui, déjà. Oui, je jouais la reine de Ruy Blas tout de suite, paf. Ouais. C'était votre premier cachet de comédienne, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et on gagnait comme... Oh, je ne sais plus, écoutez. C'était déjà encore des francs plus qu'anciens, là. Hein, ouais. C'était bon, en 52, alors vous imaginez, hein, je ne sais plus ce que ça devait valoir, ce que ça représente aujourd'hui. 3 fois rien, de toute façon. Et les parents, comment réagissent-ils à cette vocation? Émerveillés. Le canard, hein, c'est la poule qui a trouvé des œufs de canard, ou inversement. Mais alors après, ça a été plus difficile quand j'ai dit que je voulais essayer d'aller dans la grande école à Paris. Là, ça a été plus difficile parce que ça demandait des sacrifices pour eux, bien sûr. Vous aviez de me faire loger. Vous aviez 18 ans à l'époque. C'était plus difficile de me faire loger à Paris. Mais c'est l'aventure aussi pour vous. Paris, ça représentait quoi? Je ne sais pas. En fait, c'était le coup de dé. Je me disais, oui, puisque mon prof a trouvé que j'avais des qualités, je me suis dit, je vais me présenter. Oui, je me présente, il me présente. Voilà. Mais je n'imaginais pas une seconde que je serais reçue.
parce que tout le monde m'avait dit qu'on était reçu au bout de la deuxième ou de la troisième fois où on se présentait manque de peau, j'ai été reçue. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc là, ça veut dire qu'il faut s'installer à Mais là, Paris. c'est le destin. Ouais. C'est le destin aussi, vous voyez. Vous y croyez? Complètement. Ouais. Vous croyez qu'on doit Complètement. suivre un chemin? Mais qu'est-ce que je fais ici en Belgique? Qu'est-ce que je fais ici? Hein? Je suis née là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai rencontré Claude Voltaire au Conservatoire à Paris, qui lui était né à Matadi au Congo. Donc, et pourquoi on a débarqué ici? Parce qu'on a eu un enfant, parce que les choses se produisent comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que dans le destin de Madame de Maintenon, il y a des choses absolument magnifiques, parce que cette femme a saisi les opportunités qui se sont présentées dans sa vie. Et bien, voilà, ça s'est passé comme ça. Et je suis ravie d'avoir fait ma carrière ici, parce que c'était possible de faire à la fois une carrière et de mener une vie normale. Ouais. Ce qui n'aurait pas été le cas à Paris. Impossible. D'abord, je n'aurais pas eu une vie normale. D'abord parce que j'étais pas dans mon élément. Paris, il faut être de Paris. Il ne faut pas venir d'ailleurs. C'est plus facile si on est né à Paris. Et puis, en plus de ça, je sais pas, je ne me sentais pas bien là. J'avais une autre mentalité. Et quand je suis arrivée en Belgique et j'ai vu la façon dont les Belges étaient accueillants, ça m'a fait du bien parce que c'était tout autre chose que la façon dont les Français ont accueilli les gens qui venaient d'Afrique du Nord. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris au conservatoire, que ce soit à Oran ou à Paris? Est-ce que c'est un métier qu'on apprend? Et si oui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à travailler. Ce sont des écoles, ce sont de grandes écoles où on a des professeurs quand même qui sont hors du commun, des gens qui nous apprennent des choses qui, comme ils nous y disaient très bien, ne nous serviraient peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Et ça s'avère vrai, parce que ce que je crois que j'ai eu la chance d'avoir, c'est des professeurs admirables, et que je ne crois pas qu'on construise une maison comme ça. D'ailleurs, on voit l'exemple dans toutes les maisons, hélas, dans les pays où on ne peut pas construire convenablement. Je crois qu'il faut des fondations formidables pour pouvoir élever un building convenable. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir ces fondations-là. Et ce que j'ai appris au conservatoire à Paris m'a donné l'opportunité de jongler avec les textes et d'y prendre du plaisir, parce que ce n'est pas une corvée de dire des beaux textes, hein, mais seulement il faut y trouver, il faut que ce soit une jubilation, parce que sans ça, alors... hein. C'est une école de vie aussi, un conservatoire? Oui, bien sûr. Ben, je pense que c'est une université, n'est-ce pas? Donc, voilà, on apprend aussi à se déployer, on apprend les contacts avec les gens, on apprend, à créer des choses. Ouais, à construire. Oui. Quels sont les professeurs qui vous ont marqué? Tous ceux qui étaient à cette époque-là au conservatoire, ça veut dire Denis Dinès qui était mon professeur, Jean de Bucourt qui lui a succédé et avec lequel j'ai eu cours aussi, Henri Roland qui était un comédien extraordinaire, Madame Béatrice Dussan, enfin des gens exceptionnels, Jean Yonel, Georges Leroy qui était notre professeur d'ensemble et qui avait été le professeur de Gérard Philippe. D'ailleurs, Gérard Philippe est venu plus d'une fois au cours pour venir avec nous et se joindre à nous. Vous savez, je ne sais pas, mais tout ça, ça fait des souvenirs exceptionnels, quoi. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer, parce que j'ai fait des petites choses à la Comédie Française. J'ai pu voir jouer ces gens qui étaient là. C'était des monuments. Hein. Est-ce qu'on joue aujourd'hui de la même manière qu'il y a 50 ans? Qu'est-ce qui a changé dans la manière d'aborder les textes et de les porter sur une scène? Moi, je déplore parfois le fait que les jeunes, maintenant, n'ont pas toujours vocalement
le tonus nécessaire et qu'ils n'ont pas toujours la technique pour faire passer les choses. Et je trouve ça dommage. Je pense aussi qu'il est fondamental d'apprendre à se mouvoir et d'exprimer avec son corps, avec ses mains et jusqu'au bout des doigts, ce qu'il y a à l'intérieur d'un personnage. Vous n'avez jamais enseigné, vous? Non, je commence à le regretter. Oui, parce que vous pourriez donner de bons conseils, apparemment. Oui, il y a des choses à faire. Je pourrais apprendre des choses. Quelqu'un m'a dit l'autre fois, mais pourquoi vous ne donnez pas des masterclass? Eh bien, c'est vrai que ça, je pourrais encore faire. Je ne peux plus enseigner pour la bonne raison qu'il y a une limite d'âge quand même. Au-delà de cette... le ticket n'est plus valable. Donc, en effet, pourquoi pas donner des masterclass avec des gens qui ont déjà un peu avancé dans le métier, mais où parfois, ils ne réalisent pas qu'il faut une maîtrise totale de quelque chose. Souvent, je vois des choses qui sont magnifiques sur le plan de l'émotion. Et techniquement, ce n'est pas abouti. Et je trouve ça dommage. Ouais. Parce que les professeurs nous disaient que c'était par le travail qu'on rejoignait le naturel. Alors, et c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot. Vous dites d'ailleurs, vous avez déclaré ça dans une interview, que c'est un métier qu'on ne peut pas faire en touriste. Non. Non, mais enfin, moi, je suis évidemment quelqu'un d'insupportable. J'ai trop de rigueur, beaucoup trop. Et comme j'en ai pour moi, je l'exige des autres, ce qui fait que parfois, c'est un peu difficile de me fréquenter. Mais je pense que nous devons tous tendre vers ce but-là. Et je voyais dans le parcours que je viens de faire ici, dans ce théâtre, où c'est une équipe de gens jeunes, qui sont motivés, qui sont vraiment, qui essayent de faire au mieux, eh bien, j'ai été heureuse de peut-être leur montrer que même malgré mon parcours, j'étais toujours dans la recherche de la perfection, tout sachant qu'elle n'existe pas, elle n'est pas de ce monde. C'est bizarre parce que parmi les témoignages qu'on a récoltés pour préparer cet entretien, c'est plutôt le contraire que moi j'entends. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est attentif aux régisseurs, aux gens de l'équipe, vous apportez un apéro, vous créez une atmosphère qui n'est pas celle que vous décrivez. En même temps, c'est vrai que... Ouais. Si, parce que... Mais ça, c'est ma convivialité, c'est parce que je suis quelqu'un... Je suis un être humain, comme un autre. Et moi, j'aime bien que les gens se sentent heureux avec moi, et qu'ils soient... Mais ce n'est pas pour ça que je suis laxiste. Je veux qu'on soit tous dans la tension et l'attention, mais dans le but de faire qu'un spectacle soit peut-être pas parfait, mais au minimum très bien. Ouais, c'est un degré d'exigence. Il faut placer la barre haut. Parce que nous sommes fragiles. Nous ne sommes jamais que des pauvres petites mécaniques. Donc, moi, je sais qu'il m'est arrivé d'avoir le trac. Pourquoi? On ne sait pas, un soir, et d'être troublé. Et voilà, c'est tout. Donc, il faut avoir avec soi une technique à toute épreuve, de façon à pouvoir continuer à travers tout, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les dernières minutes avant de rentrer sur scène? J'avais un autre témoignage où il y avait en effet des exercices de diction, des mia, des échauffements physiques. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à quelle heure au théâtre quand vous jouez? Moi, je suis une malade. Hein. Moi, j'aime bien arriver au minimum 1 heure avant, mais bien souvent 1h30, voire 2 heures. D'abord parce que les embouteillages, hein? Alors ça, c'est une chose que je ne supporte pas, ça me met dans un état de stress pas possible, et j'aime venir cool. Et puis alors, je suis là, et puis je vois mes camarades, parce que je suis, comme j'ai été souvent seule en scène depuis quelques années, mes compagnons de route, ce sont tous les gens de l'équipe technique, tous les gens autour et alentour, et j'ai besoin d'être bien avec eux, et je sais pas, d'avoir un contact, et puis de me libérer de toutes les
contraintes de la vie, et Dieu sait s'il y en a, et d'oublier 2 secondes que je m'appelle Jacqueline Beer et de venir pour dire un texte pour lequel j'ai dit oui à un directeur. Et donc, j'ai comme l'impression de rentrer dans quelqu'un d'autre. Tout à coup, c'est un petit peu, j'enlève c'est comme les reptiles, n'est-ce pas? Je me dégage de ma stupide peau de tous les jours. Ouais, votre enveloppe de Jacqueline Beer. Voilà, Ouais. et je rentre dans quelqu'un qui m'enrichit. Ouais. Et ça prend voilà, le temps de s'habiller, le temps de se maquiller. Oui, il me faut... Il y a une rythmique chez moi, c'est vrai que maintenant que vous en parlez, je me rends compte que j'ai mon rythme. C'est comme un rituel. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au matador, quand il s'habille. Il y a voilà, à tel moment on fait ça, à tel moment on serre le pantalon, et puis on met la ceinture, et puis on fait... Vous voyez, et au fur et à mesure, on est bardé de tout ce qu'il faut pour être dans le personnage. Ouais. Et puis on rentre dans l'arène si on prend la même comparaison. Exactement, pour moi. Et quoi, le public, c'est le taureau alors? Il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que parfois... Vous êtes habillé en rouge en plus aujourd'hui. Il est tellement... Bon, ça c'est pour faire théâtre. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a des soirs où le public n'est pas bon. Parce que le public qui vient s'asseoir, il a eu aussi des emmerdes toute la journée. Hein? Et donc, il arrive là, il lui faut un moment pour rentrer dans quelque chose, aussi un texte qu'il ne connaît pas par cœur, lui, hein, et dans lequel il doit rentrer. Et donc, parfois, je dirais que ça ne va pas jusqu'à l'estocade, c'est pas ça. Mais j'ai plus l'impression de faire une partie de tennis. Voilà, j'ai plus l'impression de chercher le partenaire et de lancer mes coups ici, droit, gauche, smash, tout, pour essayer de voir comment le public réagit. Surtout quand vous êtes seul. On l'a dit, Surtout Oscar, l'allée du roi. Mais je vais vous dire, oui, j'en ai fait pas mal seul. Depuis 20 ans, j'ai eu l'occasion d'en faire. Mais je vais vous dire que la sensation d'avoir plus de contact avec le public en étant seul, parce que je les ai là, je leur parle directement. C'est avec eux que j'ai le contact. Alors que quand on joue, le public, c'est triangulaire tout à coup. Hein. La balle passe par eux, mais elle va là. Et donc, j'ai la sensation que le contact est moins fort. Mais maintenant, je me trompe peut-être. Hein. Maintenant que je vais retrouver des choses où je suis avec des partenaires, peut-être que je retrouverai aussi un autre plaisir que j'ai presque oublié. Et le trac, vous disiez, il y a des soirs où je l'ai plus que d'autres. Mon enfance. C'est tous les soirs? Non, il y a des soirs où tout va bien. Mais c'est-à-dire qu'au moment où je rentre, il y a tout à coup, ça va. Ou pour quelle raison? Parce que je sais qu'il y a une personne dans la salle, X ou Y, et que voilà. C'est terrifiant. Le trac est une chose terrifiante. Et ça, c'est aussi une chose qu'on doit apprendre à maîtriser. Et comment on gère ça? On respire. Comment vous le gérez? C'est vrai, je respire, j'essaye de faire tout ce qu'il faut pour arriver à maîtriser la bête, parce que y a ça qui marche très bien encore, et puis il y a la bête, il y a le corps. Et le corps, il m'est arrivé d'avoir les jambes qui tremblent sous des costumes et des cerclettes et des trucs comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, j'ai quand même l'impression que c'est parce que on devient quelqu'un d'autre. Je vais employer un grand mot. On est possédé par autre chose. Parce que, comment expliquez-vous
que nous soyons malades à crever. Hein. Parfois, nous avons une bronchite ou je ne sais pas quoi, une grippe et tout. Et nous jouons. Mais le temps où nous jouons, tout à coup, on ne sent plus rien. On n'est plus malade, on n'a plus de fièvre, etc. Et puis, on est 10 minutes hors du plateau, hop, ça y est, ça revient. Donc, c'est que pendant ce temps-là, on est hors de nous-mêmes. Comment vous expliquez ça? Parce que c'est une étrange alchimie, reconnaissez-le, d'être entre 20h30 et 22h ou 22h30, quelqu'un d'autre. Mais moi, je sais, moi, je sais, je sais que je trouve que la vie est tellement difficile, tellement dure, que c'est un combat permanent et que ce moment où on est en scène, c'est comme un moment de délivrance, c'est comme un moment extrêmement sécure. C'est un moment où on est encadré et où on sait qu'il peut arriver très peu de choses et qu'on arrivera toujours à les maîtriser. Ouais. Alors que dans la vie, tout nous échappe. Est-ce que vous avez l'impression justement que quand vous êtes sur scène et que vous faites votre métier, vous êtes à votre place et à votre juste place, celle que le destin, voilà... Ça, c'est pas à moi de le dire. Ouais. Hein. C'est le moment où je me sens le plus utile. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai l'impression, oui, vraiment de servir à quelque chose, d'être le passeur entre les mots d'un auteur et le public qui les reçoit. Et c'est pourquoi j'ai un infini respect pour un auteur, quel qu'il soit. Je ne m'aventure jamais à faire des collaborations spéciales avec un auteur. Je respecte chacun parce que je trouve quelqu'un qui a pris la peine d'écrire des phrases en mettant la virgule ici ou en basculant les choses là, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Et donc, je le respecte et je fais ça avec beaucoup d'humilité et je me mets derrière le texte. Chaque auteur a une respiration, ce n'est pas la même écriture. Ça veut dire que vous devez respirer différemment du Victor Hugo, du Shakespeare, Mais c'est ce qu'on apprend à l'école. Ouais. C'est tout simplement ce qu'on apprend à l'école. C'est ce que je disais dernièrement. Je dis, si à partir du moment où à l'école, on a appris à dire du Racine, du Marivaux, du Molière, du Vigny et du Musset, on peut tout jouer et tout, et même les boulevards. Parce que tout ça, c'est des constructions, c'est de la musique. Chaque auteur a sa musique. Et donc, il faut se couler là-dedans. Il y a une question que je me suis toujours posée. Une fois que la pièce est finie, le public est là, il vous ovationne. Moi, j'ai vu des salles debout, notamment pour l'Allée du Roi. Oui, merci et puis au public. Et puis le rideau se baisse, et puis vous revenez à la vie que vous aviez quittée 2 heures ou 2 heures et demie auparavant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a le sentiment d'avoir fait son métier? Oui, du travail accompli. Ma chère mère, pour ne pas la citer, a passé son temps, quand j'étais petite, à me dire 3 mots que j'ai retrouvés dans des interviews de Maria Callas. Travail, discipline, courage. Voilà ce que j'ai entendu. C'est ce qui m'a forgée et c'est ce dans quoi je me sens libre et heureuse parce que c'est tout, parce que j'aime bien cet encadrement et que je pense que la vie, c'est ça, c'est faire un travail qui, en l'occurrence, dans mon cas, est un travail qui est ma passion par-dessus le marché. Donc, oh merci, hein, ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, moi, je suis heureuse dans mon boulot. Est-ce que vous avez aussi l'occasion, parce que quand les comédiens travaillent, ben forcément, ils travaillent dans leur théâtre, ils n'ont pas l'occasion d'aller voir leurs collègues qui ont les mêmes horaires qu'eux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez aussi au théâtre? Est-ce que vous êtes aussi spectatrice? J'y vais aussi. J'y vais un peu moins qu'avant, depuis ces toutes dernières années.
parce que j'avais du mal à me trouver en société. Mais je vais au théâtre pour voir comment le théâtre avance, évidemment, hein, comment il évolue. Mais c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup au théâtre, beaucoup à l'opéra, j'ai beaucoup écouté de musique. Tout ça, c'est nutritif, hein, on a besoin de ça. Ouais. Est-ce que vous êtes un bon public? Parce que vous disiez... Non, ouais. non. Je suis un public qui demande à être étonné. Ouais. Voilà. Je demande à être sortie de mon fauteuil. Je demande à ce qu'on me dise, tiens, ça t'as pas encore vu. Et le problème à mon âge, c'est que malheureusement, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de spectacles. Et que parfois, maintenant, je vois des choses et je dis, oui, ça va, hein, j'ai déjà vu ça. Voilà. Vous voyez, c'est difficile de m'étonner parce que c'est difficile d'inventer une nouvelle forme théâtrale aussi. J'avoue que, voilà, j'admire beaucoup les jeunes qui, aujourd'hui, se dépendent. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller voir Animal pour voir comment la création se fait, voilà, par des gens qui s'investissent dans une expression personnelle. Ouais. Qui vous étonne aujourd'hui? Qui vous a étonné récemment au théâtre? Ou au cinéma, enfin, je veux dire, dans votre métier? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, parce que je ne voudrais pas citer une personne et pas une autre. Ce qui m'étonne et me bouleverse toujours, c'est le don de soi. Même si ce n'est pas tout à fait abouti, même si ce n'est pas parfait, mais c'est... Et puis surtout la joie que les gens ont à faire quelque chose. Parce que ça se voit, ça se reçoit. C'est là dans leurs yeux. Ouais. Si le public va au théâtre pour oublier les soucis, le quotidien, le boulot, est-ce que c'est un refuge aussi pour le comédien et la comédienne que vous êtes? Dans mon cas, c'est vrai que je pense que j'ai besoin de beauté, j'ai besoin de lumière. Je suis heureuse de faire ce métier parce que c'est un métier où on est dans la lumière et c'est peut-être une des choses qui me manque ici par rapport au lieu de ma naissance. C'est la lumière, c'est les couleurs. Et tout ça, je trouve au théâtre. Et je pense que les gens ont besoin de rêver d'une part et de sortir d'eux-mêmes, je crois, ou de trouver des réponses dans ce qu'on leur propose. La lumière, et puis, petite parenthèse, hein, la mer aussi. Vous êtes quelqu'un qui adorait la mer, qui adorait nager. Oui, tout à fait. J'adore nager, j'adore faire du vélo, j'adore marcher. Et puis, je trouve que la mer, c'est un élément qui nous apporte tellement de paix intérieure. Moi, je suis une contemplative malgré tout et je peux passer des heures à regarder cet élément se mouvoir, celui-là aussi bien que le feu. Je ne suis pas du tout impressionnée ni séduite par la montagne. Je trouve ça grandiose, je trouve ça impressionnant, mais ça ne m'émeut pas comme la mer qui peut-être est une part profonde de nous-mêmes. Il y a la mer et puis il y a la mer aussi, les deux. Oui. Il y a l'eau primale. Oui. Contemplative, dites-vous, c'est vrai que nous sommes dans un monde qui n'invite pas toujours à la contemplation. Moi, je voudrais savoir un peu ce que vous entretenez comme relation avec l'homme, voilà, avec cet étrange animal. Est-ce que c'est un animal qui vous aime encore, qui vous déçoit, parce que vous jouez des âmes, et vous en avez joué pendant toute votre carrière, des âmes troublées, des âmes torturées, des gentils et puis des méchants. Tout ça, on entretient ça dans ce métier. On essaie de comprendre ce qu'est l'homme. Est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que ce métier vous a donné des réponses? Oui, heureusement. En tout cas, il m'a permis d'avancer. Il m'a permis de décoder aussi parfois les humains, hein, de faire la différence entre l'être et le paraître,
entre ce que l'image, parfois, les gens produisent une image, mais ils ne sont pas profondément comme ce qu'ils paraissent. Et donc, moi, j'ai des amis que j'ai depuis que je suis arrivée en Belgique et que j'ai mis des années à comprendre et à connaître. Mais je crois que le métier nous aide à faire de la psychologie, hein, malgré tout. Et au travers des auteurs, les auteurs nous apportent quelque chose de tellement fort, tellement... C'est quelque chose de difficilement saisissable. Ouais. Voilà. C'est plus facile de voir le monde et l'homme à travers le prisme du théâtre que à travers le prisme, je sais pas moi, de l'actualité, des infos ou simplement de la vie de tous les jours. Mais je pense que le théâtre, les choses sont de toute façon transcendées. Elles sont montrées. Et elles sont montrées aussi avec du recul. Ça veut dire qu'on a eu le temps de réfléchir à la façon dont les humains se comportent. Et que quand on essaye de juger l'actualité au moment où elle arrive, on a souvent des réactions épidermiques qui sont difficiles à décoder. Hein. On va parce qu'il y a tellement de choses, hein, par où faire son chemin dans cette conversation, puis en même temps, c'est vrai que c'est une vraie conversation. Je voudrais qu'on parle de Claude Voltaire. Claude Voltaire, vous l'avez rencontré à Paris, oui. dans les années 50. Oui. Vous étiez au conservatoire. Oui. Racontez-nous cette rencontre, qui est une des grandes rencontres de votre métier, mais de votre vie aussi. Mais je pense que, en fait, en y réfléchissant maintenant avec beaucoup de recul, je me dis que nous sommes rencontrés parce que c'était deux exilés. Nous n'étions bien ni l'un ni l'autre là. Parce que lui, il venait avec sa culture et sa jeunesse, ses souvenirs du Congo. Après, il était rentré à Bruxelles, et puis il avait la folie de Sacha Guitry. Il était parti en stop pour aller chez Sacha Guitry. Il a fait le siège de sa maison à Cap-Martin tous les jours jusqu'à ce que Guitry le reçoive. Et après, quand nous avons été ensemble, Guitry nous a reçus dans sa maison, Élysée Reclus. Donc c'était un garçon qui a toujours obtenu ce qu'il voulait, malgré son mauvais caractère, malgré toutes les difficultés qu'il s'attirait. Mais je crois qu'il y avait une volonté. D'abord, il avait un talent certain. Je pense que je ne l'aurais même pas regardé s'il n'avait pas été intéressant. Mais voilà, ça a été quelqu'un de passionné, de passionnant. C'était infernal, notre ménage était infernal, mais on riait beaucoup quand même. Ouais. Est-ce qu'il vous ressemblait? Parce que vous disiez finalement, ce qu'il voulait, il l'obtenait. Oui. Et vous? Moi aussi, mais pas de la même façon, pas avec les mêmes moyens. Je ne dirais pas les armes, parce que je n'aime pas les armes, mais pas avec les mêmes moyens. Peut-être je suis un tout petit peu plus diplomate, quoique. Qu'est-ce qui était difficile avec Claude Voltaire? C'était de faire le même métier. On dit souvent que les gens qui vivent ensemble et qui font le même métier, que ce soit un métier artistique ou autre, c'est pas évident, quoi. Il était fou furieux. Il disait, c'est pas possible, il peut pas y avoir deux aigles dans le même nid. Et je pense que c'est vrai, c'est qu'on avait deux tempéraments en plus, on avait deux caractères, mais deux tempéraments. Et alors, c'était les étincelles à tout bout de champ, mais en même temps, on a fait du beau travail ensemble, parce qu'on tendait tous les deux vers quelque chose de beau. Et les années qu'on a eues à Avenue Roosevelt restent pour moi un souvenir parfois douloureux pour des raisons personnelles, mais en même temps, c'est une période de notre vie dont beaucoup de gens qui étaient jeunes et qui sont venus à l'époque gardent un souvenir ébloui, parce que c'était hors du commun. Ouais, vous avez créé la comédie Voltaire. Oui, bien sûr. Oui, ça c'était même avant. Hein, voilà. C'était
Ah, c'était au Palais d'Egmont, on Voilà. avait joué Britannique. Parce qu'il y a eu plusieurs lieux pour la Oui, Comédie oui, Voltaire, oui. qui existe toujours et qui est toujours voilà, basée à Bruxelles. Mais vous l'aviez dit, votre destin, à un moment donné, il vous amène à Bruxelles. Ça s'est passé comment? De Paris à Bruxelles. 52, vous êtes à Paris, Simplement, conservatoire, vous rencontrez non, Claude Voltaire. non, ça c'était en 54 que Ouais. je l'ai rencontré. Et bon, c'est tout. Et puis on a eu un enfant. Et comme l'endroit où nous habitions faisait partie d'un appartement, on devait passer par l'appartement du dessous. La personne qui nous avait loué notre cote ne voulait pas entendre des cris d'enfants. Et donc nous sommes venus à Bruxelles, chez les grands-parents de Claude, et pour que l'enfant puisse avoir 2-3 mois et qu'on se retourne, quoi. Et puis on s'est dit, on retournera chercher tranquillement alors un autre lieu. Et puis voilà, Jean-Pierre Rey nous a engagés et c'était fini, on n'est plus parti. Sans regret, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure. Aucun regret, alors là. Mais c'est vrai que vraiment. c'était... et si Jean-Pierre Rey ne vous avait pas engagé, vous seriez retourné à Paris? Ouais. Je pense que... Ça ne s'est pas écrit comme ça. Non, Voilà. ça c'est tout. Quand il y a une ligne qui s'est forgée comme ça, c'est comme la croisée des chemins. Hein, voilà. Pourquoi on prend ce chemin-là? Voilà. Il se serait peut-être passé autre chose, mais je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi heureuse ni dans ma vie, ni sur le plan du métier. Jamais je n'aurais fait la carrière que j'ai faite ailleurs, à Paris. D'ailleurs, mes camarades de conservatoire n'ont pas fait, à part Belmondo et Marielle, qui, eux, c'est le cinéma qui les a sortis du lot. Mais les femmes de ma génération qui étaient à l'école avec moi, à part Catherine Samy, il n'y a personne qui a fait une carrière de théâtre. Vous venez de parler de cinéma, ça vous a jamais... Vous en avez fait? Oui, ça vous a jamais... Votre métier, c'est plus le théâtre que les caméras? Oui, parce que j'aime bien lire des textes. Parce que je n'aime pas dépendre pendant des heures de la technique, qui est évidemment très, très, très compliquée au cinéma. Hein. Ça, je reconnais, c'est très beau et j'admire et je trouve ça magnifique. Mais je n'ai pas envie, moi, de perdre mon temps. Voilà. Moi, je suis active, je dois agir. Ah ouais. Et puis un texte au théâtre, c'est dans la continuité. Au cinéma, c'est découpé, c'est un peu mélangé. Ça ne vous intéresse pas. Allez, on referme cette parenthèse pour revenir sur voilà, la porte est fermée. Pour revenir maintenant, si Almodovar me téléphone, peut-être... Que lui? Peut-être. Que lui? Notamment lui. Ouais. Bon, il n'est pas, malheureusement, il n'est pas venu aujourd'hui. Il n'est pas venu aujourd'hui, mais on va lui envoyer l'enregistrement. Voilà. Avec Claude Voltaire, vos chemins se sont séparés dans la vie, mais pas forcément dans le métier. Vous avez continué à travailler. Oui. Mais même avec quand Claude, on était ensemble, je ne travaillais pas que chez Voltaire. Bien sûr, je travaillais au Rideau à ce moment-là. Non, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin de creuser d'autres sillons. J'avais besoin de chercher dans d'autres axes. Et Claude était polarisé sur Louis XIV, etc. Bon. Et c'était son mode de fonctionnement. Mais moi, j'avais besoin de chercher ailleurs. Et voilà. Vous êtes une chercheuse, alors? Oui, peut-être que si j'avais fait autre chose, j'aurais aimé travailler dans un labo. Ouais. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de ne pas se contenter de ce qu'on a et de chercher autre chose. Mais chercher quoi? Chercher à se trouver, à se comprendre, chercher à découvrir ce qu'il y a en nous, chercher des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Et Dieu sait si on s'en pose. Par exemple, là, je vais répéter un Duras. Marguerite Duras, je n'ai joué qu'une pièce, chez Claude d'ailleurs, les derniers temps. L'amante anglaise. Maintenant, je vais faire Savannah Bay.
Eh bien, j'ai l'impression de retourner à l'acteur studio, un peu, quoi. D'aller me replonger dans une autre recherche, un autre mode d'expression, et de me mettre en danger un petit peu. Voilà, parce que le jeu en vaut la chandelle. Ouais, vous allez retrouver Philippe Sireuil, que vous connaissez, avec qui vous avez déjà travaillé. Oui. Et qui a obtenu de moi quelque chose de formidable, parce qu'avec le récit de la servante Zerline, je dois dire, voilà, j'ai montré une facette de moi que je ne connaissais pas, et donc c'est intéressant. Quelles sont les relations que vous avez avec les metteurs en scène, justement? Bonne, à part avec Claude. Avec les autres metteurs en scène, ça s'est toujours bien passé, me semble-t-il, même si parfois il y a eu des accrochages parce que je ne sais pas me taire. Voilà. Et pourquoi il y a des accrochages? Parce qu'à un moment donné, le metteur en scène a une vision du texte ou vous demande des choses qui ne sont pas en accord avec... Oui, parce qu'il y a parfois des choses que je ne comprends pas. Et comme j'ai quand même une certaine habitude du métier, j'essaye non pas d'imposer ma vision, parce qu'à partir du moment où j'accepte de jouer et travailler avec un metteur en scène, je suis à sa disposition, hein, en quelque sorte. Comme dirait Almodovar. Voilà. Et donc, non, normalement, j'ai beaucoup d'humilité et je suis, voilà, une comédienne souple. Quels sont les metteurs en scène qui... alors, on a parlé de Philippe Sireuil, on a parlé de Claude Voltaire. Il y a un autre Claude, il y a Claude Etienne qui vous a dirigé Claude aussi. Etienne, oui, qui m'a dirigé, mais il y a eu surtout à l'époque Pierre Laroche, au rideau, il y a eu Adrian Bryan, qui était un metteur en scène merveilleux. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec Bernard de Coster. J'ai eu de la chance, j'ai fait des beaux spectacles. On parlait juste avant de démarrer cet entretien de Bernard, justement, une espèce d'étoile filante comme ça, dans le théâtre belge, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et on parlait voilà, de sa vision, de ses visions, de son talent. Quel était son talent à Bernard de Coster et quel souvenir en gardez-vous? L'élégance. L'élégance d'esprit, d'âme. C'était un monsieur, je dis un monsieur parce que même si c'était un gamin, c'était un monsieur courtois et extrêmement intelligent, délicat. Et ça se voyait dans ses spectacles d'ailleurs parce que tout était toujours de grande beauté. Et il y avait comme une lumière, une part de rêve, quelque chose qui venait d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été très... Vous voyez, j'ai des frissons quand j'en parle. J'ai toujours été inquiète, angoissée, parce que je trouvais qu'il y avait un tel talent chez quelqu'un d'aussi jeune que ça me faisait peur. Pourquoi? C'est comme s'il était... Parce que c'est too much. Ouais. Voilà. Trop vite, trop jeune. Oui, voilà. Trop en possession de tout, si tôt qu'on se dit, mais il n'a plus rien à apprendre, il doit partir. De nouveau, le destin? Oui, complètement. Complètement. Vous parliez des questions que posent les textes, des réponses que vous cherchez. Vous en avez trouvé quelques-unes, des réponses? La patience. Je suis quelqu'un d'impatient et j'ai appris la patience. J'ai appris à me dominer quand même. J'ai appris, oui, beaucoup l'humilité. Parce que quand on est jeune, on a toujours le culot des imbéciles. Hein? On croit toujours qu'on a du génie plus que les autres et tout ça. Et c'est pas vrai. On se rend compte que plus on avance et plus on a de choses à apprendre. Donc, ça m'a apporté beaucoup. C'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Hein. Et chaque fois, à chaque personnage que j'aborde, chaque fois, je suis démunie et je me dis, ben, là, Bir,
tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment le prendre, tu ne sais pas par où le prendre. Ça prend du temps de rentrer dans un personnage. Ça prend 1 heure, hein, juste avant de rentrer sur scène. Mais quand on doit, voilà, quand on reçoit le texte et qu'on se dit, voilà, dans 6 mois ou voilà, dans autant de temps, je devrais être sur scène et je devrais dire ce texte-là. Et puis il faut quoi? Il faut chercher, il faut... Ce qui est difficile dans ce métier, c'est qu'on vit toujours par anticipation. D'abord, on vit par procuration, parce qu'on vit toujours la vie des autres. Mais on vit par anticipation. Ça veut dire que 2 ans, voire 3 ans avant, on dit « oui, d'accord, je vais jouer ça ». Mais 2 ans plus tard, on n'a plus du tout envie de dire ces choses-là. Le temps a passé, des choses sont arrivées et tout à coup on se dit « mais j'ai plus besoin de dire ça » ou « je n'ai plus envie ». Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on doit tout le temps, d'avance, dire « oui, on va faire ça ». Et ça, de temps en temps, ça me prend à la gorge, quoi. Parce que je me dis, mais quand est-ce que je vis alors? Parce qu'une fois que vous avez dit, oui, je vais jouer ça, ça vous prend la tête, hein? C'est fini, c'est là-dedans, hein? Et pour moi, avec tout ce que j'ai joué dans ma vie, je me rends compte que je dois avoir un disque dur, là, qui doit être épouvantable, ça doit être terrifiant. Parce que je vois bien que quand j'ai recommencé à prendre ma brochure de l'Allée du Roi, avec les 18 ans qui étaient passés, tout est quand même revenu assez vite. Hein. Alors ça fait peur, parce qu'on se dit, mais tout ça est là-dedans. Et c'est vrai qu'on est en train de jouer un truc, mais on répète déjà autre chose, et puis on apprend autre chose, et on sait qu'on va jouer encore autre chose. Je me plains pas, hein. Attention, je me plains pas, parce que avoir du travail, c'est quelque chose de formidable à notre époque. Mais voilà, c'est parfois un peu encombrant, quoi. Disons, pour la vie de tous les jours, pour faire sa vaisselle et pour aller faire ses courses et tout ça. Ouais. Mais c'est tout le temps là. Quand vous répétez aussi, quand vous poussez le caddie absolument, oui. Quand j'épluche mes pommes de terre, je me dis mon texte et tout ça, oui. Parce que je vis normalement, hein. Je n'ai pas des domestiques qui sont là tout le temps derrière moi. Madame Bir est servie. Oui, non. Y a quand même une phrase terrible que vous venez de dire. Que finalement, vous vivez quelque part par procuration. Bien sûr. Vous vivez la vie de personnages de papier et votre vie là-dedans. Oui, mais ils ne sont pas tout à fait en papier, ces personnages. Parce Au départ, si. Voilà, oui, mais non. Le morceau de papier avec les mots qui sont là, ils ont été justement concoctés par des messieurs ou des dames qui ont beaucoup réfléchi à la vie. Et ceux qui nous ont transmis nous paraît, ça nous paraît simple peut-être à lire comme ça, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que ça veut dire beaucoup de choses. Alors voilà, bon, mais c'est vrai que c'est encombrant et que la vie, eh ben, il faut beaucoup d'énergie pour à la fois faire ce métier et vivre le plus intensément possible. Parce que voilà. En dehors de la scène, bien sûr. Oui. Quels sont les rôles qui vous ont appris le plus? Alors, j'ai la liste de tous les rôles, ça fait 6 pages, écrit petit. On va pas commencer parce que... on n'a plus que 5 minutes là. Mais voilà, est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont appris plus de choses que d'autres? Je vais prendre un exemple, par exemple, Qui a peur de Virginia Woolf. Voilà. Ouais. J'ai joué ça 2 fois à 10 ans. Vous avez joué Martha? Oui. Ouais. J'ai joué ça 2 fois à 10 ans d'intervalle. Hein. Eh bien, à l'époque où je l'ai joué la première fois, j'étais encore avec Voltaire, et il m'a dit « Tu n'as jamais été aussi charmante que pendant que tu jouais cette odieuse bonne femme. Ouais. » Donc, ça veut dire que ça sert à quelque chose. C'est un exutoire? C'est un exutoire? D'abord, c'était un exutoire, et ensuite, probablement, que je constatais que je ne pouvais pas être comme ça. Et qui jouait Georges? La première fois, c'était Roger Dutoit, et la seconde fois, c'était Raymond Jérôme. Et alors, ça, c'est un rôle qui vous a appris quelque chose? C'est un rôle qui vous a marqué, Ou à un moment donné, on se dit, on n'est plus la même comédienne ou la même femme? Ça m'a donné, en tout cas, ça m'a appris qu'il ne fallait pas trop boire. Il fallait être mesuré sur
plan-là. Ouais. Et puis voilà, non, ce sont des personnages extrêmement plus grands que la vie. Luxuriants. Ouais. Hein, c'est parce que ça implique beaucoup de choses. Hein, ce sont des tempéraments. Mais bon, j'adorais jouer ça, notamment. Enfin, je crois que dans l'ensemble, je crois que j'ai aimé les personnages que j'ai joués. Il y a de très rares exceptions que j'ai faites parce qu'elles étaient alimentaires et parce que j'avais 2 enfants. Mais sinon, en général, j'ai eu du plaisir à faire ce métier. Et Oscar, hein, on va peut-être terminer sur ce personnage que vous continuez, que vous reprenez régulièrement. En tout cas, ça fait 5 ans que je le joue de façon discontinue, mais quand même. C'est évidemment très, très gai parce que ce n'est pas courant en Belgique d'avoir l'opportunité d'amortir le travail. Hein? C'est-à-dire que quand on fait... C'est vrai que c'est dur parfois d'apprendre des textes interminables pour les jouer un mois. C'est insensé, ça. Hein? C'est là que j'admire les comédiens en Belgique parce que, franchement, chapeau hein, pour ce qu'ils font. Mais quand c'est un mois, parfois c'est 10 jours, voilà, 15 jours. Ça, n'en parlons même pas parce que là, nous allons aborder un sujet que je ne voudrais pas aborder parce que je pense qu'il y a en effet des théâtres qui ne font pas leur métier convenablement. Donc, demander à des comédiens de répéter 40 fois pour jouer 5 fois, ça ne va pas. Voilà. Alors, en dehors de ça, bon, ben Oscar, oui, j'ai eu la chance d'abord de m'améliorer. Je pense que plus je le joue et plus je pense que je suis en adéquation avec tout ce qui fait ce spectacle qui est extrêmement riche. À un moment donné, quand vous avez dit ou suggéré que ce serait peut-être avec La Lettre du Roi que vous alliez terminer, vous avez quand même dit « mais Oscar, je vais le continuer ». Oscar, oui, c'est un peu comme une sorte de mission. Oui, c'est vrai que je pense que c'est un texte, mais ce sont pour moi, Oscar et La Lettre du Roi, ce sont des textes classiques. Ça fait partie, c'est comme Le Misanthrope ou comme Cyrano. Vous voyez, ce sont des choses que je souhaite qu'un jour, quand je ne serai plus là, hein, et qu'il y ait d'autres comédiennes qui jouent ça. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se rappellent de vous, se souviennent de vous? Quelle image, que j'ai bien fait mon métier, que je l'ai fait convenablement. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, on sait bien que c'est un métier éphémère et que peut-être c'est ça que j'aime quelque part dans le théâtre, c'est qu'il ne restera rien que dans la pensée. Ouais, pas si éphémère que ça. Moi, je voudrais me tourner un peu vers le public. Je suppose que, j'espère qu'il y a des questions dans le public. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez déjà joué Ibsen, mais j'aimerais savoir si vous aimez cet auteur norvégien. Pas beaucoup. Je pense que tous ces personnages sont aussi froids que leur pays. Et que ce sont des personnages extrêmement tourmentés, où tout se passe à l'intérieur et où très peu de choses arrivent à sortir. Et je préfère, par exemple, un auteur comme Lars Norén, où les personnages arrivent à être extravertis. Parce que, moi, c'est mon ressenti, hein, je vous dis la vérité. Je n'ai pas l'habitude de faire des faux semblants. C'est un auteur qui ne me touche pas. Vous parlez de Lars Norén, il y a une pièce pour l'instant qui se joue à Bruxelles, Biographie d'ombre, qui est magnifique, mais où le texte tient en quelques pages, où il y a énormément de silence. Alors on a parlé de jouer des textes, mais jouer le silence, c'est quelque chose d'important. J'ai toujours rêvé de jouer une muette. Oui, parce que j'avais vu une pièce il y a longtemps où il y avait un personnage qui ne disait absolument rien, elle était muette. Et tout se passait, mais tout se jouait dans le regard, dans l'attention que ce personnage portait à ce qui se passait autour d'elle. Et je trouvais ça extrêmement intéressant. Voilà. Vous parlez d'attention, c'est vrai que
quand on est sur scène, il peut se passer des choses, des éclairages qui tombent pas au bon moment. Il y a le 35 qui a sauté. Ouais, voilà. Vous avez joué à côté au Carrevelt, je crois. Il y avait un match de foot juste à côté. Racontez-nous ça. C'était effrayant. Il y avait, on jouait Oscar et la Dame Rose en plein air. Et alors, il y avait un match je ne sais pas, moi, je ne connais rien au foot. Ça doit être le stade de Molenbeek, à mon avis, non? Oui, c'est ça, oui, à côté, là. Et heureusement, ils ont fini avant nous. Ce qui fait que j'ai gagné. J'ai fini par gagner. Mais ça a été épique. Et comment on gère ça? Parce que voilà, il se passe des trucs, il y a des bruits. Et vous êtes dans votre personnage, vous restez dans votre personnage? Bien sûr, mais en même temps, ça ne m'empêche pas de penser à 36 000 choses. Tiens, il y a une dame qui a mis sa couverture, c'est qu'elle doit avoir froid, etc. Ou bien, c'est bientôt la fin de truc. Parce que je connais un peu, j'ai 2 petits-fils qui jouent au foot, alors voilà. Bon, il y a les impondérables, il y a les choses. Mais par exemple, au Théâtre du Parc, maintenant c'est moins. Je ne sais pas si avec la restauration, ça n'a pas été changé. Mais on entendait terriblement les trams qui passaient. Je pense que c'était les anciens trams qu'on entendait. Ouais. On entend le métro parfois au Théâtre du Parc aussi, il passe en dessous. Voilà. Mais, et ça dérange le comédien, à un moment donné, il est troublé. Mais ça dérange surtout le public. Ouais. Parce que nous, on sait ce qu'on fait là, on maîtrise. Tandis que le public, il est distrait. Et donc, voilà des moments où il faut tenir le public. J'aimerais votre avis sur certains metteurs en scène qui veulent innover à tout prix. Et moi, j'ai vu il y a quelques années un Hamlet dans un théâtre que je ne citerai pas. Polonius était tout nu sur scène. Hamlet se promenait... Si on me l'avait dit, je serais allée voir. Et Hamlet se promenait en caleçon à 4 pattes, l'effet salaire. Tout le monde a trouvé ça exécrable. Et j'entends que beaucoup de théâtres font maintenant des personnages tout nus. Est-ce que vous trouvez que ça apporte quelque chose? Moi, je préfère les voir dans ma chambre à coucher. J'aimerais aussi. Mais non, j'avoue que ça ne m'apporte rien. Franchement, je ne vois pas. J'avais vu une mise en scène d'un Wagner, je pense que c'était un Hauser, à la Monnaie, où le metteur en scène, je ne me souviens pas, avait mis que des femmes enceintes, nues. Bon, ça va bien 2 minutes, hein, mais pas 20 minutes. Voilà, si on veut donner un flash, une image comme ça, quelque chose d'impressionnant, oui, mais ce n'est pas la peine de s'apesantir non plus. Et puis, bon, la nudité, je pense qu'il faut aller voir ça au Crazy Horse. Mais oui, voilà. De ça. Sur une scène, ça n'importe rien du tout à la pièce. Dit, c'est vrai, c'est pas forcément nouveau. Il y a des théâtres, des compagnies qui ont fait ça dans les années 60. Mais oui, ça a toujours été. Bon... Est-ce qu'il y a des moments où certaines visions, alors on ne parle pas du texte ni de la manière de l'interpréter, mais par exemple, voilà, un metteur en scène décide d'un peu innover et de faire des trucs dans ce genre-là, et vous êtes dans ce spectacle-là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas du tout partager la vision du metteur en scène? Et de vous dire, mais non, c'est trop tard, là, voilà. Ça ne s'est pas produit beaucoup. En tout cas, je ne me suis jamais trouvée dans le cas de devoir... non, mais je sais qu'il s'est passé des choses, parfois, où on a voulu que les comédiens se mettent à poil. Ça, je pense que ça ne fait pas partie du contrat. Hein. Ce sont des choses on peut refuser, absolument. Hein. Et une autre question. Bonsoir madame. Il y a quelques années, je vous ai écouté dans la lecture de Dieu et moi. Oui. Est-ce que c'est une autre forme d'art qui vous attire autant que le théâtre? Et est-ce qu'on peut vous espérer prochainement dans des lectures? Ah ben ça ne dépend pas de moi. Oui, on me demande de temps en temps de faire des lectures, mais je ne suis pas toujours libre, hein, parce que les lectures... bon, je suis quand même assez prise de façon continue.
Et pour arriver à caser une lecture de temps en temps, c'est déjà plus difficile. Mais moi, j'aime bien faire des lectures comme ça, parce que j'ai de la facilité à faire de la lecture à vue. Mais ça demande énormément de concentration, énormément d'énergie, parce qu'il faut tout faire passer vocalement avec son cahier, simplement. Donc, il faut faire appel à l'imaginaire du spectateur et il faut lui produire aussi beaucoup d'images et beaucoup de choses pour l'emporter, hein, l'emballer dans le voyage. Mais là, on peut parler des relations que vous avez avec des auteurs. On a parlé de Jacqueline Hartmann. Mais il y a Jacqueline Hartmann, oui, voilà. Oui, mais ce sont des gens, moi, que j'admire beaucoup. J'achète leurs bouquins tout de suite et je les lis parce que ça fait partie des auteurs qui ont du talent et que voilà. J'aimerais bien rencontrer Paul Auster un jour aussi. Bon, lui, c'est plus difficile. Bon, ben, Almodovar, Paul Auster, ouais, vous avez voilà, beaucoup. Bon, il y a des musiciens aussi, vous avez parlé de musique tout à l'heure. Vous avez dit que finalement la musique avait une énorme importance dans votre vie. Si je pouvais avoir des contacts avec Herweg, des gens comme ça. Herweg, ouais. Il y a eu un spectacle qui mêlait le chant. Oui, mais j'aime bien faire ça. La marionnette, d'ombre, voilà. J'ai fait ça, j'aime bien faire des spectacles avec des musiciens parce que c'est extrêmement difficile de s'intégrer dans la musique parce que ce sont des gens qui ont une facilité d'exécution et d'adaptation fantastique. Et notre métier est un métier quand même différent. Mais c'est bien pour la beauté du fait, j'aime bien faire ça. Oui, mais vous avez quand même dit que c'était il y avait des respirations différentes selon les auteurs, il y avait des musiques différentes aussi. Oui. Il fallait finalement apprivoiser la musique de l'auteur. Bien sûr. C'est quand même assez proche. Oui, bien sûr. Part. Mais eux, ils ont une mécanique ils ont une pratique très, très forte, quoi. Ils peuvent changer de musique comme ça. C'est extrêmement brillant ce qu'ils font. Hein. Bon, moi, j'essaye de m'intégrer là-dedans et c'est difficile pour moi, je l'avoue. Voilà, alors, Almodovar, Paul Auster et Philippe Herweg. Il est plus près, Philippe Herweg. Oui, il est déjà plus près. Une autre question? Bonsoir. Quand est-ce que vous revenez jouer dans ce théâtre, s'il vous plaît? Ça dépend de vous, monsieur le directeur. Bon, alors, il y a plein de témoins. Faites les dates, madame. Faites les dates. Sans devoir avoir un texte en tête. Faites les dates. Je voudrais qu'on termine sur le titre d'un article qui avait été écrit il n'y a pas tellement longtemps, mais c'était à l'occasion, je pense, du début de l'Allée du Roi ou d'Oscar. C'est Philippe Tirard qui avait titré, Jacqueline Beer, « La force fragile ». Alors, vous avez parlé de force tout à l'heure, vous avez aussi parlé de fragilité. Est-ce que c'est un résumé, pour peu qu'on puisse résumer une personne en quelques mots, est-ce que c'est un résumé qui vous convient, qui vous correspond? Je crois que c'est le propre de tout être humain, non, ça entre la volonté, la ténacité, tout ce qui est en nous, d'envie d'arriver au bout d'une vie, et puis le fait qu'on est vulnérable tout le temps. C'est ce qui fait la richesse d'un être humain. C'est tout. Moi, j'essaye de traverser, de faire mon chemin le plus posément possible en essayant d'être joyeuse et en prenant les coups de la vie et en essayant d'en faire mon miel et d'avancer la tête la plus haute possible. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous dites que le destin a eu raison? Ça ne sert à rien aussi d'avoir des regrets. Hein. Je me dis que si j'étais restée en Algérie, je serais peut-être morte depuis longtemps. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de chance.
Non, franchement, je peux faire un bilan tout à fait plus que positif de mon métier. Ma vie, là, il y a peut-être beaucoup à dire, mais on est là pour parler du métier. Donc voilà, je pense que mon métier, je peux être satisfaite du parcours que j'ai fait, de mon chemin. Et quant au reste, eh bien, on verra, on se reverra plus tard. Eh bien, volontiers. Merci beaucoup, Jacqueline Beer. Merci.